Ok, merci Monsieur Émile Zola pour cette opportunité que vous me donnez de parler encore une fois de nos ressources minérales. La dernière fois c'était sur les mines, aujourd'hui c'est sur le pétrole. Comme vous le savez bien, le Cameroun est un pays pétrolier. Je pense que les premiers gisements du pétrole ont été découverts en 1975. Mais le Cameroun devient un pays producteur de pétrole dans les années 80. Pour atteindre son pic de production en 85, avec une production qui tourne autour de 190 000 barils du jour. Bon, depuis là, nous restons dans les 190 000 barils du jour. Le Cameroun étant un pays pétrolier peut tout à fait davantage tirer profit de cette industrie. Je pense que d'abord, il suffit d'intensifier les recherches, l'exploration. L'intensification passe par la diversification de nos partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour le Cameroun d'ouvrir la porte aux locaux, aux investisseurs locaux. Nous avons aujourd'hui des Camerounais qui peuvent investir dans le secteur pétrolier, dans la recherche, dans l'exploration. Comme dans les pays arabes, il y a des cheikhs qui ont des gisements pétroliers. Pourquoi ne pas au Cameroun avoir des Camerounais qui ont des gisements pétroliers? C'est possible. Aujourd'hui, nous avons déjà libéralisé le secteur de la distribution. Nous avons des Camerounais qui le font très bien. Ils peuvent aussi le faire très bien dans la recherche et l'exploration. Il est bien vrai que recherche et exploration, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'équipements, de machinerie, mais avec l'argent, c'est un petit problème. Il y a des Camerounais qui ont cet argent-là pour faire de l'exploration. Donc, si on peut accroître nos réserves en termes de pétrole, ça pourra nous permettre de produire plus. Que veut dire produire plus? Produire plus veut dire qu'il y a beaucoup de rentrées en termes de fiscalité, en termes de taxes et en termes de dividendes. Okay. Aujourd'hui, dans les universités, il y a des départements de géologie. Dans les écoles polytechniques, il y a des départements de pétrole. On forme des ingénieurs, on forme des géologues. Il faut les absorber. Comment faire pour les absorber? Ce n'est qu'en maximisant les activités de recherche, d'exploration et de production qu'on pourra absorber ces jeunes. Ce n'est pas les multinationales qui vont absorber ce, parce que ces multinationales déjà viennent au Cameroun avec leurs ingénieurs, avec leurs géologues. Ils ne prennent que des ouvriers sur place et quelques ingénieurs. Alors que si on avait des locaux qui étaient dans le secteur, ils devaient en majorité consommer la main-d'œuvre camerounaise. Et vous voyez comment la richesse va être distribuée dans les familles, dans les domestiques du pays, et voilà comment le pays va se développer. Okay. Je pense qu'en gros, pour le dire, pour tirer profit, il faut intensifier les recherches, ouvrir la possibilité aux locaux de pouvoir obtenir des titres, leur permettre de produire, leur permettre de vendre. Comme ça, le Cameroun pourra... Nous ne serons pas seulement à 10%, comme le poids des revenus du pétrole dans notre budget ne sera en plus. Comme au Gabon, ils sont aujourd'hui à près de 60%. Mais ce qui n'est pas aussi une bonne chose, parce qu'un pays ne doit pas être... Le budget d'un pays ne doit pas être lié au pétrole, parce que dès que les prix chutent au niveau du marché international, ça veut dire que c'est le pays qui souffre. Okay. Bon, je ne sais pas si le Cameroun peut se vanter aujourd'hui d'avoir une économie qui n'est pas dépendante du pétrole. Si tel est le cas, si notre économie n'est pas vraiment dépendante du pétrole, parce que nous n'avons pas du pétrole, je comprends, mais nous avons du pétrole, il faut qu'on en profite. Parce que c'est une ressource qui n'est pas éternelle. Ça finit. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Demain, on pourra trouver des substituts au pétrole. Qu'est-ce qu'on fera de ce pétrole qui est resté sur le sol? Donc, nous devons profiter au moment où tout le monde en vend
Et les prix, nous sommes aujourd'hui à 70, 75 dollars au baril. Pourquoi ne pas pomper? Au lieu de produire 96 000, être capable de produire 300 000 barils jour, faire développer les pays comme les Émirats le font. Dubaï aujourd'hui est une ville qui s'est développée grâce au pétrole, grâce au revenu du pétrole. Ils ont su mettre tout ça sur le marché, vendre et transformer ça en développement pour le futur. Nous pouvons faire la même chose au Cameroun. Vous savez, Monsieur Emile, la question du pétrole au Cameroun, c'est une question qui reste encore tabou malgré, comme j'ai dit tout à l'heure, des ouvertures des facultés, des départements de pétrole. Mais le pétrole au Cameroun, c'est encore un sujet qui est peu connu du public camerounais. La SNH a été créée dans les années 75, je pense, par le président Amadou Ahidjo. Et si vous vous rappelez très bien, à cette époque-là, les revenus pétroliers étaient hors budget. Donc, personne ne maîtrisait ce que le pétrole apportait au Cameroun. C'est dans les années 82, quand nous avons eu un nouveau président qui a ouvert ce budget, et nous avons compris que le Cameroun pouvait obtenir de l'argent grâce aux ventes du pétrole, grâce à sa production pétrolière ou grâce au partage de production. La SNH étant créée depuis 1975, son but est très clair: gérer la participation de l'État dans les joint ventures, faire de la recherche, okay, et faire aussi la SNH peut aussi produire du pétrole. Bon, on parle du pétrole, on oublie le gaz. Okay. Aujourd'hui, le gaz est aussi sur le marché. Je vois la SNH participer à beaucoup de joint ventures avec des multinationales qui exploitent du gaz. Nous avons des gaz liquéfiés qui est produit et qui est vendu à utilisation domestique. Nous avons une centrale thermique à Kribi qui est alimentée par du gaz. Donc, mais la SNH, depuis, je pense, ne joue pas exactement ce rôle qui peut permettre au Cameroun de tirer grand profit de ce secteur pétrolier. La SNH, j'ai l'impression que fait focus sur la vente des parts de l'État qu'elle reçoit des compagnies pétrolières. Donc, je suis beaucoup plus au marketing. Il faut beaucoup plus aller en amont. Donc, moi, j'aurais envie de voir la SNH beaucoup s'impliquer dans la recherche, beaucoup s'impliquer dans l'exploration et aussi dans la production. C'est là où il y a l'argent. L'argent n'est pas dans la vente des produits pétroliers. Moi, je suis géologue. Je n'ai jamais vu une carte géologique produite par des géologues ou des ingénieurs de la SNH. Ils sont où? Je n'ai jamais vu un rapport technique écrit par des ingénieurs ou des géologues de la SNH. Tout ce qu'ils font, c'est de reprendre ce que les multinationales, les rapports que les multinationales ont, puisque toute compagnie qui travaille dans le secteur pétrolier du Cameroun a obligation de remettre toujours un rapport d'activité. Donc, ils vont dans ces rapports, ils copient des histoires, ils viennent de copier. Mais aucun travail effectué par la SNH. Allez dans leur site, vous n'allez pas voir une équipe de géologues sur le terrain en train de faire peut-être une levée cartographique, une levée géologique, ou peut-être en train de faire des sondages. Tout ce qu'il y a comme sondage ou les levées géophysiques sont sous-traités. Ce sont des compagnies encore étrangères qui viennent faire tout ce boulot-là. OK? Mais ce boulot devait être fait par des ingénieurs. Nous pouvons le faire, il y a de l'argent. La SNH reverse aujourd'hui au Cameroun, au trésor, près de 400 milliards de francs CFA par an. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est beaucoup d'argent. Il peut faire des sondages, des forages, autant pour moi. Il peut faire des levées géophysiques eux-mêmes et les interpréter. Nous avons des géophysiciens. Qu'est-ce qu'il y a d'aller chercher des compagnies de géophysique sud-africaines, canadiennes, pour venir faire des levées géophysiques ici? Depuis 60 ans, après l'indépendance, nous sommes incapables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Mais voilà pourquoi c'est un volet que nous allons toucher bientôt où les multinationales nous trompent. Quand il faut maintenant nous déclarer les réserves, puisqu'on n'a pas participé aux travaux,
Tout ce qu'ils disent, on croit. On n'a rien comme contre-poids pour le dire, écoutez, pour le challenger, que non, ce que vous dites là n'est pas ce que nous pensons. Nous avons aussi fait ça, nous avons aussi fait ce modeling du gisement. Voilà ce que nous pensons que ce gisement peut donner. Mais on n'a jamais vu des ingénieurs de la SNH challenger les multinationaux par rapport aux réserves déclarées. Donc, moi, je pense que la SNH doit vraiment rentrer dans les primaires. Ça veut dire se concentrer sur la recherche, se concentrer sur l'exploration, se concentrer sur la position. C'est là où il y a de l'argent. Prendre les parts de l'État et vendre, c'est pas le boulot, c'est pas sérieux. Même n'importe qui peut faire ça. Ou attendre les dividendes et balancer à l'État dans les trésors publics. C'est pas le vrai boulot, c'est le terrain. Il y a des ingénieurs à la SNH qui n'ont jamais vu la couleur du pétrole. Ils ne peuvent pas vous dire quelle est la couleur du pétrole brut. Mais ils sont à SNH. C'est sérieux ça? Le secteur des hydrocarbures est mystifié au Cameroun. C'est assez difficile de dire est-ce que c'est vraiment exploité ou pas. Mais je fais juste une analyse. Hein, okay? Dans la zone CEMAC, sur les 6 pays, je pense que 5 sont producteurs de pétrole. 5 ou 4. Il y a le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, le Gabon et le Cameroun. Parmi les 5 pays, le Cameroun est le dernier en termes de production. Nous sommes aujourd'hui à 90 000 barils au jour. Nous avons la Guinée équatoriale qui est un peu plus en dessus à 121 000. Le plus grand producteur, c'est la Guinée. Le Tchad est à 110 000. Le Gabon et le Congo sont à 210 000. Ok? Est-ce que vous savez que, en termes de production pétrolière par jour, par rapport aux réserves de pétrole de chaque pays, le Cameroun, les réserves pétrolières du Cameroun, à ce jour, ont une durée de vie de 8 ans. Donc, selon les réserves pétrolières que le Cameroun a aujourd'hui, avec la production que nous déclarons aujourd'hui, d'ici 8 ans, le Cameroun n'a plus de pétrole. Si, entre-temps, on n'a pas fait d'autres découvertes. Ok? Retenez bien, 8 ans. C'est ce que nous avons par rapport à la position que nous faisons aujourd'hui. Au même moment, le Tchad, qui produit 120, 130 000 barils jour, peut faire cette production encore pour 1800 ans, pour voir ses réserves épuisées. Je dis bien 1800 ans. La Guinée équatoriale, avec ses 250 000, 240 000 barils le jour, peut produire comme ça là, encore pour 600 ans. Vous comprenez? Le Gabon et le Congo, avec sa production qui est autour de 210 000, ont des réserves qui s'étendent sur 250 ans. Donc je viens de vous lister les 5 pays de l'Afrique centrale. Le Cameroun est dernier. Je dis, on ne peut pas appeler ça dernier parce qu'on a que des réserves qui ne suffisent que pour 10 ans. Ça veut dire qu'on n'a pratiquement rien. Est-ce que vous pouvez croire? Vous n'êtes pas géologue. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et il y a un problème. Et un problème très sérieux. Soit nous sommes roulés dans la farine par les multinationaux, soit nos ingénieurs ne sont pas vigilants. Comment peut-il que nous occupons tous un même bassin sédimentaire? Le Cameroun, le Gabon, le Congo, nous sommes dans un même bassin sédimentaire. Ça veut dire que dans une même cuvette. Et on se retrouve que le Congo a des réserves encore qui suffisent sur 200 ans. Le Gabon, même chose, le Cameroun, 10 ans. Et pourtant, le Gabon, le Cameroun, sur le plan, dans un contexte géologique, nous sommes mieux placés que le Gabon et le Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes au carrefour. Nous sommes au carrefour de 2 grands bassins. D'abord le Kwanza et le delta Niger. Le Nigeria est le pays
qui produit le plus de pétrole en Afrique. Nous avons une partie du delta. Bakassi, c'est le delta. En dehors de Bakassi, il y a des zones offshore. C'est le delta. Le prolongement du delta du Niger est du côté du Cameroun. Nous sommes à la fin du bassin sédimentaire Kwanza. Et nous avons une ligne volcanique qui passe par le Cameroun. Qui dit ligne volcanique, ligne température. Et il faut de la température pour produire le pétrole. Pour que le pétrole atteigne sa maturation. Donc ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour que le Cameroun soit même le pays le plus riche en pétrole. Mais sur le terrain, c'est le contraire. Nous sommes les plus pauvres. Ma thèse en doctorat, que j'ai faite en Moscou, est exactement sur les bassins de la marge atlantique d'Afrique. Partant du Cameroun, partant de la Mauritanie jusqu'en Namibie. Et dans ma thèse, j'ai démontré qu'il existe 3 zones riches en pétrole en Afrique. 3. Il y a la zone du bassin du Congo, au niveau de Cabinda, grâce au fleuve Congo. Et il y a cette zone du bassin Ogooué, qui est assez riche, qui tire sa source dans le Gabon, à l'intérieur du Gabon. Nous avons le delta Niger avec le Nil, qui prend sa source depuis le Mali. Puisque le pétrole, ce sont les matières organiques. Donc le Cameroun est au carrefour. Et j'ai dit que la recherche des grands gisements pétroliers, dans ma thèse, il faut les chercher dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est là où il faut trouver les grands gisements. Mais au Cameroun, la Guinée équatoriale, qui n'est pas loin du Cameroun, a des réserves énormes. Pourquoi au Cameroun n'a pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que géologue, je pense que la géologie n'a pas de notion de tribalisme, de discrimination ou de ségrégation. Que bon, le pétrole vient chez toi, ça ne vient pas chez moi. Ok? La géologie, c'est toute une science naturelle. Il est impossible que nous soyons dans une même structure géologique. J'ai le pétrole, tu n'as pas de pétrole. Il est impossible. En géologie, ça ne s'explique pas. Puisque c'est à partir des éléments pareils que nous allons à la recherche des nouveaux gisements. Parce que j'ai vu le pétrole chez toi, et parce que j'ai le même contexte géologique que tu as chez toi, chez moi, donc je pense que j'ai la même chose que toi. C'est simple. C'est simple. Donc, moi je pense que nos ingénieurs de la SNH doivent vraiment faire le travail de monitoring. Ils doivent vérifier le boulot des multinationaux. Moi, j'ai travaillé pour les multinationaux. Ce sont des gars qui trichent beaucoup. OK? Ils vont venir faire du boulot chez vous. Ils ont toujours 2 rapports. Ils ont un rapport qui est très bon, qu'ils envoient dans leur pays d'origine. Ils ont un rapport très mauvais qu'ils vous donnent, vous, dans vos pays. Bon, le rapport très mauvais, c'est pour vous dire que vous n'avez rien. Vous dormez. Alors que le bon rapport va chez eux. C'est à la base du bon rapport qui prend la décision d'investissement. Qui peut venir investir dans une zone où il n'y a pas de pétrole? Où il n'y a pas assez de réserves pour justifier l'investissement? Personne. Moi, je l'ai fait. J'ai travaillé pour les multinationaux. Nous avons fait ça. Nous avons produit des mauvais rapports pour des pays. Je l'avoue. Et des bons rapports, on les envoie au head office. Mais c'est à nous, c'est aux locaux d'être vigilants, d'avoir la contre-expertise. Et pour avoir la contre-expertise, ça veut dire quoi? Il faut travailler aussi. Il faut travailler. Ne croyez pas à ce qu'ils vous disent. Si vous ont dit qu'ils ont fait des forages, ça a donné X, Y, Z. Faites des forages de contrôle. Faites des forages de contrôle. Faites des interprétations vous-même sur la base des données brutes. Ne les laissez pas interpréter et de vous filer n'importe quel nombre. Ok? Donc, j'appelle à nos ingénieurs, à nos géologues qui sont appelés à travailler avec les multinationaux d'être assez sérieux et de faire attention. Merci, M.
Comme je l'ai dit, nous avons eu une interview là-dessus. Déjà, je n'ai pas compris les raisons, le contexte qui ont poussé le chef de l'État à créer la Sonamine. Bon, il a ses raisons. Déjà, je n'ai pas aussi compris le choix des dirigeants de la Sonamine. Okay? Parce que pour moi, la Sonamine, c'est une start-up. Okay? C'est une compagnie nouvellement créée. Et, selon ce que je sais à l'international, quand une compagnie nouvellement créée, on cherche des gars pointus, des gars chevronnés pour gérer une telle boîte. Parce que c'est une compagnie minière, ce n'est pas une coopérative. Okay? Quand vous regardez la composition de l'équipe dirigeante, ils sont loin d'être des miniers. Le PCA n'est pas un minier. Le DG, c'est un minier, mais le DG vient du ministère des Mines. Il était directeur de la direction des mines. Mais ce n'est pas un minier, puisque le Cameroun n'est pas un pays minier. Ok? Je ne pense pas que le directeur ait mis en opération un jour une mine. Je ne pense pas. Le Cameroun n'a pas les mines, donc il n'a jamais fait ça. Déjà, même son background montre que c'est un géo-informaticien, ce n'est pas un géologue. Donc, pour moi, déjà là, il y a un problème. Au Cameroun, on confond des compagnies aux partis politiques. C'est deux choses différentes. Parce qu'on a mis des gens chevronnés, des experts, hein, des gens qui ont fait leurs preuves à l'international. Le Gabon, quand le Gabon a créé sa compagnie minière, ils ont lancé un appel d'offres. Ils ont lancé un appel d'offres pour nommer les dirigeants. Au Cameroun, j'ai attendu. Après la nomination, qu'on lance l'appel d'offres, pourquoi ils posent ma candidature? J'ai jamais vu l'appel d'offres, mais j'ai vu une équipe. Ok? Donc déjà là, il y a un souci. Et maintenant, j'ai lu tout récemment, ils ont déclaré avoir approuvé un budget de 4 milliards. Bon, monsieur Emile, 4 milliards, pour moi, c'est rien, pour une compagnie minière. Moi, je pense que c'est leur salaire qu'ils ont voté. C'est leur salaire. Parce que rien que le DG, le coût d'entretien DG d'une compagnie minière, c'est dans les 500 millions. Il n'y a pas que son salaire, il y a sa maison, il y a son véhicule, il y a ses frais d'émission, il y a X, Y, Z. C'est au moins 500 millions. Rien que le DG. Bon, le PCA, combien? Le DGA, combien? Ils ont hérité des employés de la CAPAM. Ils sont combien? Donc les 4 milliards, c'est les salaires. Ce n'est pas pour faire de la géologie. Pour moi, c'est insignifiant. Ok? Donc, je pense qu'on a créé la Sonamine et on devrait... Et le Cameroun devrait peut-être faire la même chose hein, avec la SNH. Ça veut dire que donner... Puisque la SNH est aujourd'hui dotée, c'est comme ministère, hein, la SNH. Vous savez que c'est la SNH qui décide à qui donner des titres pétroliers. Mais vous avez la Sonamine qui dépend du ministère des Mines. Moi, j'aurais préféré qu'on crée un ministère des Mines et Pétrole et en dessous SNH et Sonamine, soit qu'on dissout carrément ces ministères des Mines et donner ce pouvoir à la Sonamine. Ok? Parce que dans la configuration que nous avons actuellement, la Sonamine ne pourra jamais décoller. Parce que ils ont voté un budget, mais je n'ai pas vu un plan d'action. La feuille de route est où? Il n'y a pas la feuille de route. Ça veut dire qu'ils vont continuer avec les activités de la CAPAM. Et quelles étaient les activités de la CAPAM? L'orpaillage. Est-ce qu'on crée une compagnie minière pour faire de l'orpaillage? Pour aller discuter de l'eau avec les artisanaux? On crée une compagnie minière pour mettre en évidence des gisements, pour développer des projets miniers, pour mettre en opération des mines. Moi, j'avais attendu que... Je m'attendais à voir, après la création de la Sonamine, voir l'État donner les titres miniers de Mbalam, du nickel chrome, de Jovic, de les transférer à la Sonamine. Voilà comment on est d'une compagnie minière assez développée. On a encore des gisements de bauxite. Nous l'avons proposé au gouvernement gabonais quand moi j'étais au Gabon pour la compagnie nationale des mines. Et c'est encore sur la table. Même au niveau DG qui a été nommé tout récemment
en août, m'a contacté, je lui ai dit, demande qu'on te donne Belinga, demande qu'on te donne Minkebe. C'est avec ces deux projets-là que tu peux te relancer. La même chose au Cameroun. L'État doit prendre le titre à Cam Iron, prendre le titre géologique, remettre à la Sonamine. Puisque ceux-là, on a dépassé les délais depuis. Ils ont montré qu'ils étaient incapables, ces compagnies ont montré qu'ils étaient incapables de développer ces projets-là. Il est temps de remettre ces titres miniers à la Sonamine. Et c'est à la Sonamine maintenant de trouver un nouveau partenaire. Le ministre n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas le travail du ministre. Le ministère des Mines ne trouve pas de partenaires des projets miniers, jamais de la vie. Ce sont les compagnies nationales minières qui recherchent des partenaires pour des projets miniers nationaux. J'ai appris tout récemment le ministre au Congo pour discuter du chemin de fer qui servira pour Balam et de Namibia au Congo. Non. Et il est au Congo sans le patron de la Sonamine. Comment ça? Bon, je pense qu'il est au Congo sans le patron de la Sonamine. Ce sont des projets qui vont être portés par la Sonamine. Parce que qui dit un projet minier qui va en développement veut dire que la Sonamine représente l'État dans la joint venture. Donc ça veut dire que la Sonamine est automatiquement un partenaire de ce projet minier. Donc, pour dire, il est encore tôt pour moi, je n'ai pas vu la feuille de route de la Sonamine, je n'ai pas vu le plan d'action, j'ai vu un budget de 4 milliards, mais jusqu'à 4 milliards, c'est rien. C'est pour les salaires. Parce que là, ils sont en train de vouloir créer 9 antennes de la Sonamine dans le Cameroun. 9. Il faut entretenir les gens. L'argent, c'est où? Dans les 4 milliards, non? Ce sont les salaires. OK? Donc, je lance un appel au ministère, au gouvernement, d'outiller la Sonamine, de donner des projets que nous connaissons à la Sonamine. Et c'est à la Sonamine de les développer tout en recherchant un partenaire international et en faisant le reste. On ne décide pas des projets miniers à la présidence. Si on bloque ça, il faut laisser les miniers faire le travail.